Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'émission de rentrée de Radio Frequenz. Je vous souhaite la bienvenue dans cette légendaire cafette qui pour le temps d'un soir se transforme en un formidable studio dans lequel nous pourrons discuter, échanger, s'informer, s'amuser et profiter d'une ambiance que j'espère inoubliable. Donc pour commencer, je vais vous présenter le programme de cette première partie, car cette émission va s'articuler en deux parties, avec une pause musicale entre les deux. Donc nous allons avoir une chronique cuisine animée par Charlène. Ensuite le club écriture va intervenir avec Quentin. Et un petit changement de programme, nous allons directement passer à la musique plutôt que la chronique ciné. Parce que des imprévus arrivent toujours et notre première émission ne fera pas exception. Merci quand même à Jean et Stan qui s'étaient proposés pour la faire, mais qui malheureusement n'ont pas pu. Mais en premier lieu, nous accueillons une des associations les plus belles du campus, dans laquelle on rentre non pour soi, mais pour donner de soi. Une association dans laquelle l'autre est la raison principale de l'engagement. On ne compte pas quand il s'agit d'aider autrui. Donc je parle bien de la SONO, donc l'association Solidarité Normalienne, qui est présente sur le campus de l'ENS Cachan, et qui anime diverses activités. Donc nous sommes en présence de Léonard, de Laura. Salut. Et de Enguerrand. Bonsoir. Donc membre du bureau de la SONO. Et donc ils vont nous parler de leurs actions, de ce qu'ils font tout au long de l'année. Donc voilà, donc je vais vous demander peut-être une petite présentation peut-être. C'est le président qui fait la présentation, hein, je sais pas. Ouais, du coup je me présente, je suis Enguerrand Dezers, président de la Solidarité Normalienne. Du coup notre association gère de nombreux projets sur le campus. Le premier projet que je vais présenter, c'est un projet qu'on mène tout au long de l'année depuis maintenant 3 ans. Ce sont les cours de français langue étrangère, les cours de FLE, que l'on dispense à des migrants de diverses origines, venant essentiellement du centre d'accueil de l'Île-et-Rose. Et du coup, 3 soirs par semaine, on dispense pendant 1h30 des cours de français de divers niveaux, allant de la découverte de l'alphabet à une maîtrise plus profonde de la grammaire, à des migrants arrivés en France depuis des durées variables, les bases de la langue française. D'accord, donc vos professeurs par exemple, qui enseignent le français à ces personnes? On est encadré par les membres les plus expérimentés du groupe. À l'origine, ce sont des thésardes en anglais qui ont lancé ce projet. Et maintenant, moi-même et Léonard sommes maintenant aguerris, puisque ça fait maintenant plus d'1 an qu'on dispense les cours. Et on va très bientôt les reprendre, parce que ça reprend demain. Est-ce que c'est pas trop dur de les alphabétiser en français En fait, on dispose de beaucoup de ressources qui ont été cherchées au fur et à mesure des années par les différents professeurs. Et avec ces documents, on forme un peu sur le tas les nouveaux bénévoles qui veulent apprendre à dispenser ces cours. D'accord. Et disons qu'on a été vraiment particulièrement bien accompagnés parce que comme l'a dit Enguerrand, donc les filles qui sont avec nous, elles pour le coup c'est vraiment leur boulot, elles sont thésardes en anglais, elles viennent des anglaises et tout, donc elles font de l'enseignement d'ailleurs, je crois. Oui, elles ont l'expérience de donc l'enseignement. elles gèrent vraiment ça. Au début l'année dernière c'était vraiment elles qui préparaient les cours et tout, et nous on était presque dans un rôle d'assistant, et puis maintenant cette année du coup on va devoir prendre un peu plus d'indépendance par rapport à ça, mais c'est vrai que ça s'est pas fait. On a eu la chance grâce à elle que ça se fasse pas du jour au lendemain non plus, on n'a pas été jeté dans le bain directement, et donc finalement quand on a un peu d'accompagnement comme ça, on est très vite capable de faire quelque chose, quoi. D'accord. Et eux ils arrivent en parlant anglais déjà peut-être un peu? Oui, ouais, les migrants qu'on a au cours de FLE, globalement ils ont déjà même quelques bases de français, on en a quelques-uns qui parlaient pas français du tout. On a dû avoir un cas, je crois, une fois de quelqu'un qui parlait pas anglais non plus, donc là c'est plus compliqué c'est sûr, mais c'est pas les mêmes personnes que, on va peut-être en parler plus tard dans l'émission, mais que les migrants qu'on a pu avoir là pendant le mois passé au gymnase, pour le coup, à qui on a donné des cours de français exceptionnellement aussi, mais qui n'avaient pas du tout le même niveau de langue. Pour le coup, la majorité parlait même pas du tout français, et là c'était plus compliqué. D'accord, parlons-en justement. Il y a le campus, le gymnase de l'ENS Cachan qui a reçu des migrants donc pendant 1 mois. Donc ils sont partis tout récemment. Donc comment ça s'est passé? Vous avez participé à leur accueil? Je sais qu'il y a des activités organisées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Alors à ce sujet-là, je voudrais pas trop spoiler, mais je sais qu'il y a un super article qui va sortir bientôt dans la sauce. Du coup, ouais, je veux pas faire la pub pour la concurrence, donc on va en reparler. Non, on n'est pas concurrent, on est partenaire. Merci à la sauce aussi, avec qui on co-organise cette soirée. Donc, du coup, ce qui s'est passé au gymnase, c'est le gymnase a été réquisitionné par la préfecture pour la durée d'1 mois, donc pour accueillir des migrants donc en situation compliquée, quoi. Ils avaient aucun logement, ils venaient d'arriver. De quel pays en général? Soudan essentiellement, Afghanistan aussi, un petit peu d'Érythréens. D'accord. Et ouais, voilà les principaux pays d'où vient l'immigration en ce moment. Ils étaient là en transition, ils attendaient quoi? Alors il y avait plusieurs situations différentes. On en avait la plupart, en gros, oui, ils étaient en transition, ils venaient d'arriver, ils étaient en demande d'asile, et donc du coup, c'est cette situation un peu bâtarde qui est permise par le droit français où ils attendent d'avoir une réponse, et pendant ce temps-là, ils peuvent pas avoir un travail, ils ont aucune possibilité de s'intégrer dans la population. Je rappelle que l'État français donne des cours de français gratuitement aux réfugiés, mais aux réfugiés qui ont déjà eu leur demande d'asile, et en moyenne le temps d'attente pour avoir la réponse à une demande d'asile c'est 1 an, donc forcément pendant tout ce temps-là ils peuvent strictement rien faire, comme je disais, même pas avoir un travail, donc ce qui les oblige à être dépendants des associations ou à travailler illégalement. Oui, et ça c'est des personnes qui fuient quelle situation en général? Ça dépend, au Soudan c'est la guerre essentiellement, bien sûr. Puis après, on a aussi des personnes qui fuient tout simplement une situation économique qui est très difficile. On a quand même une variété de situations, mais oui, essentiellement des situations politiques instables. Et donc la Sono était grandement impliquée dans l'accueil de ces migrants. Ouais, ça a commencé. Donc au début, il y a eu un barbecue et projection de films solidaires qui a été fait pour rassembler les migrants et les personnes qui se sentaient solidaires de leur cause, pour essayer de voir un petit peu qui était disponible pour faire quelque chose et avec qui on pourrait travailler pour faire quelque chose après. Donc ça a été co-organisé, on va dire, par la Sono et aussi un petit peu les groupes militants de l'ENS qui sont très vite investis là-dedans. D'accord. Et puis très vite après du coup ce barbecue projection de film, il y a eu des initiatives venant de la part de la Sono de proposer des cours de français régulièrement. Alors au début c'est moi qui ai dit on peut essayer ce jour-là de faire un cours, et puis j'ai dit peut-être plus tard dans la semaine on peut tenter, et puis très vite en fait tout le monde s'est dit mais c'est génial, on en fait tous les soirs carrément. Et il y a eu plein de fois où même il y a eu des cours qui se sont faits, j'étais même pas au courant finalement. Enfin voilà, ça s'est fait un peu sur le tas, et il y avait toujours du monde, quoi. Donc c'était assez génial de ce point de vue-là. Moi j'ai été pas mal surpris par le nombre de personnes qui sont impliquées là-dedans. D'accord. Et donc maintenant ils sont repartis, et vers où par exemple? Alors apparemment la plupart d'entre eux ils sont à Saint-Maur-les-Fossés, dans un autre centre d'accueil qui a été fait là-bas, donc peut-être un gymnase qui a été réquisitionné aussi, ou un autre centre d'accueil du même type, je sais pas trop. Et puis après sinon de toute façon on en a plein qui transitent dans d'autres situations, même pendant qu'ils étaient là pendant le mois où le gymnase était réquisitionné. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu des personnes qui sont reparties, des personnes qui sont arrivées, c'était pas les mêmes du début jusqu'à la fin, donc voilà, ils ont chacun des trajets différents. D'accord, très bien. Donc j'ai aussi entendu parler d'autres projets, comme par exemple The Rise, ou alors la banque alimentaire. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, alors là ce sont des projets plus ponctuels que les cours de français. Par exemple The Rise, donc c'est un événement inter-école qui se déroule pendant 2 jours. C'est une sorte de concours entre différentes grandes écoles qui consiste à savoir qui arrivera à récolter le plus de fonds pour un organisme qui s'appelle Babylone, qui est pour utiliser les termes techniques, un bailleur de fonds pour institut de microfinance. Alors grosso modo, eux ils se chargent de récupérer des sous pour donner à des petites institutions dans des pays en voie de développement qui vont faire du microcrédit ensuite. C'est-à-dire du tout petit crédit pour un particulier qui souhaite lancer une activité. Quel genre d'activité, par exemple, on peut lancer avec ces microcrédits? Les activités, par exemple, qu'on a aidées l'année dernière, c'est l'achat des achats de vaches laitières, des achats de plantations de graines pour lancer des activités. Des achats d'ordi aussi pour lancer des salles pour donner accès aux jeunes aux ordi dans des petits villages. Je crois que c'était en Bosnie-Herzégovine. D'accord. Voilà, toujours du matériel en fait pour lancer une activité, leur activité qui doit durer sur le long terme. Voilà, ça pour. C'est du prêt.
c'est un prêt en fait. On donne pas l'argent, Oui. on le prête et on le récupère à peu près 6 mois ou 1 an après en fonction du projet. Voilà, en fait, on fait un prêt. C'est pas du don, c'est du prêt à taux zéro. Du coup, on n'est pas perdant puisqu'on récupère notre argent, mais on a fait une bonne action puisque cet argent a servi à quelqu'un pour lancer son activité et donc pourra en vivre. D'accord. À savoir, la plateforme Babylone garantit le remboursement hein, pour ceux qui pourraient avoir peur vu que la prochaine occurrence de The Rise va arriver, je sais plus exactement quand d'ailleurs, En c'est en novembre. novembre. Ouais, donc bientôt. L'année dernière, il y en avait qui avaient un peu peur de pas récupérer leur argent. Enfin voilà, si le projet capotait ou quoi. Non, si la personne à qui on prête rembourse pas, dans tous les cas, la plateforme Babylone garantit le remboursement. Donc dans les 1 an, je crois maximum. Oui, voilà, ça dépend un peu du projet. Pour les projets plus type culture agricole, Ouais. ça prend toujours un peu plus de temps que des projets au rendement plus rapide. Et une activité phare qui déroule pendant l'année, c'est le projet Sac à dos, donc qui a commencé tout récemment, il me semble, l'année dernière, c'est ça? Oui, c'est l'ancienne présidente, on va dire, Victoria Ayotte, qui a lancé ce projet après l'avoir mis en place dans son lycée du côté de Montpellier. Mhm. Elle avait trouvé ce projet vraiment très intéressant à mettre en place sur le campus. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en quoi ça consiste? On le mène avec la Croix-Rouge du Val-de-Marne. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée un sac à peu près par classe de 1A et par classe de 2A. Et on espère cette année pour les assos aussi. On crée le sac, on essaye de mettre des objets de première nécessité, des objets chauds ou des pansements, des choses comme ça. Et cette année, on veut aussi développer plus l'aspect culturel avec des livres, des bouquins, de quoi écrire, des calepins, peu importe. Et après, avec la Croix-Rouge, on part en maraude avec eux. Et on distribue les sacs aux sans-abri du Val-de-Marne sur des maraudes qu'on fait. Cette année, on aimerait bien faire tout le long du mois de décembre. L'objectif, c'est qu'il est pour les fêtes, donc dedans, il y a du chocolat, des choses comme ça. D'accord, et donc l'année dernière, vous avez réussi à récolter combien de sacs? Une vingtaine. Si mes souvenirs sont bons, on était près de 20, on devait en avoir 17 ou 18, puisqu'on Dans avait ces compté D'accord. jusqu'à 20 sacs, et très peu de sacs n'ont pas pu être remplis, il devait en rester 1 ou 2, donc je dirais 18 sacs à dos d'une contenance de 50 litres. Et vous êtes parti vous-même en maraude, du coup, pour distribuer le matériel? Alors on est parti avec la Croix-Rouge en fait, donc on avait contacté très tôt la Croix-Rouge, ce qu'on vient de refaire d'ailleurs, là je viens tout juste de les avoir par échange de mails, pour se joindre à eux sur les maraudes que eux font régulièrement, puisque les bénévoles de la Croix-Rouge, du coup tous les vendredis je crois, en tout cas pour la Croix-Rouge de Créteil, ils font des maraudes où ils vont donc à la rencontre des sans-abri pour leur distribuer du café, pour avoir quelques échanges avec eux, et puis pour parfois des duvets aussi et tout. Et du coup ils recensent leur situation et la Croix-Rouge ils sont très très procéduriers comme ça, ils ont vraiment des fichiers où ils recensent tous les SDF et l'état dans lequel ils sont, etc. pour avoir un suivi quoi tout simplement. Et donc on s'est joint à eux, à une personne par véhicule quoi, pour en profiter pour au passage voir comment ça se passait, pour vraiment faire la maraude avec eux, mais aussi du coup donner le sac à dos à une personne qui en avait besoin quoi. D'accord, et est-ce que vous avez pu récupérer des témoignages un peu de SDF qui recevaient ces sacs à dos Alors les SDF pas directement, sauf si vous avez un témoignage dans ce sens-là, mais La par contre Croix-Rouge on a après. revu la Croix-Rouge après, et pour le coup voilà, ils nous ont invités à un petit repas qu'on a fait ensemble, c'était vachement sympa d'ailleurs, et ils nous ont dit qu'ils ont recroisé des SDF à qui on en avait donné, et donc vraiment nous-mêmes on a été surpris d'à quel point ça a été positif dans ce sens-là. Ils ont donné en particulier l'exemple d'un SDF où eux-mêmes avaient été vachement surpris. C'était un SDF qui refusait un peu tout à chaque fois, voilà, ce genre de personnes qui sont dans la rue depuis très très longtemps et qui souvent sont extrêmement marginalisées et on arrive à vraiment un refus total de la société quoi, parce que je sais pas exactement trop comment décrire ça quoi, et donc ils acceptent plus rien même de la Croix-Rouge. Et là pendant la maraude visiblement ce gars-là avait accepté le sac à dos et les bénévoles de la Croix-Rouge étaient vachement surpris parce que c'était un peu la première fois qu'il acceptait quelque chose. Et apparemment, quelques semaines plus tard, il avait accepté finalement une place en hébergement d'urgence et il avait commencé un petit peu à... Bon, c'est pas forcément grand-chose, mais à recréer quelques liens avec un peu la société, quoi. Et donc, effectivement, pour eux, du coup, c'est vraiment le sac à dos, l'initiative du sac à dos qui a fait un déclic. Donc, si on a pu se rendre responsable de ça, c'est sûr que c'est vraiment une immense fierté et que ça motive à recommencer, ça, c'est sûr. D'accord, et à côté du projet sac à dos, il y a aussi des maraudes, d'après ce que j'ai compris. Donc avec la C4 notamment, c'est ça?
Oui, en fait, la C4 organise depuis déjà plusieurs années des maraudes à raison d'environ une fois par mois. À la suite de certaines de leurs réunions, ils remplissent leur thermos et partent avec thé, café sur Paris à la rencontre des D'accord. SDF Mhm. pour passer un petit moment avec eux, discuter, échanger, voilà, leur donner une présence avec eux. D'accord. Et Et, vous avez déjà participé donc à telle maraude? Oui, voilà, par exemple, moi l'année dernière, Victoria avait voulu qu'on essaye de participer un peu avec eux. Et on a été quelques-uns à chaque fois, essayer de venir avec eux, de les accompagner, de voir comment ils font. Et on va essayer de continuer cette année. On a l'air d'avoir des nouveaux motivés pour ce projet. D'accord. Alors c'est vrai que la communication avec la C4 a pas toujours été, on n'était pas toujours au courant exactement de quand avaient lieu les maraudes et le truc c'est aussi qu'ils étaient suffisamment nombreux eux-mêmes à chaque fois pour les maraudes quand ils les faisaient, donc du coup ils pensaient pas spécialement à nous demander de venir ou quoi, donc on aimerait bien, on va essayer d'avoir un peu plus de communication avec eux. Ouais, il faut que je parle plus près du micro, pardon. Ouais. On va essayer d'avoir un peu plus de communication avec eux dans ce sens-là cette année, et quitte à, à plus s'investir et même peut-être à proposer nos propres maraudes. On verra si ça peut se faire dans ce sens-là aussi. C'est vrai que ça demande finalement très très peu d'organisation, et puis ça apporte souvent beaucoup de bien. Donc voilà, juste il faut se libérer un soir et puis prendre un thermos avec un peu de café et puis voilà, on va dans les rues et puis des SDF on en trouve assez facilement, hein, finalement c'est pas ça qui manque. Il y en a un peu plus de 50 en région parisienne. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas capté la référence, c'est Macron qui... Non, c'est un autre, un député Ouais, c'est un LREM qui député, avait dit ça. Bon, peu importe. Mais ok. Mais sinon, est-ce que vous avez une idée de comment justement résoudre le problème des SDF en France? Est-ce que la Sono peut s'attaquer à ce projet? Alors là, on arrive sur des questions qui vont être un petit peu compliquées, parce que c'est vrai que c'est toujours aussi le problème des associations humanitaires comme la Sono, c'est que elles sont censées rassembler au-delà d'un peu tous les clivages possibles et donc être entre guillemets apolitique, même si ce qu'on fait est pas apolitique, mais du coup bon, le rôle d'une association humanitaire comme la Sono, et c'est un peu regrettable aussi que des fois que ça s'imite à ça, c'est quand même de faire pansement finalement. Voilà, on s'occupe des personnes en situation de, sans domicile, mais une fois qu'elles y sont arrivées, pour que ce soit un peu moins dur pour elles, éventuellement des fois pour les aider à remonter la pente, mais on sait que dans la majorité des cas, c'est d'abord pour leur apporter un peu de réconfort. Pareil avec, on va sûrement parler après, les voyages humanitaires comme on fait au Bénin. On essaye d'aider un petit peu des pays qui sont dans une situation difficile pour beaucoup de raisons que finalement on combat pas, mais bon, moi j'aurais beaucoup d'idées sur la façon dont on peut combattre les causes, mais on se situe sur un plan différent et qui va pas forcément faire l'humanité dans l'unanimité pardon, au sein de la Sono. Alors je sais pas si c'est l'endroit ou le moment d'en parler. Donc parlons d'une dernière action, une action phare, c'est le voyage au Bénin que vous organisez chaque année. Donc est-ce que vous y avez participé et est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que ça s'est passé? Alors c'était moi qui parlais juste avant, mais je vais encore devoir parler parce que du coup de nous trois je suis le seul à y être allé. Le voyage au Bénin, donc en gros c'est un voyage qui s'organise tous les ans. Pardon, j'ai un peu la crève, désolé. Donc au Bénin, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, hein, d'ailleurs. Donc c'est même si c'est un pays qui est, alors c'est l'avantage, et c'est pour ça qu'on va dans ce pays-là, c'est que c'est un pays qui est à la fois très pauvre et politiquement assez stable, quoi. Il y a pas, ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre ni rien là-bas. Peut-être essentiellement parce qu'il y a très peu de ressources. Bon, c'est un peu le problème aussi. Donc pour situer, c'est où le Bénin? C'est dans le golfe de Guinée, donc au niveau en dessous du Burkina Faso, voilà, à côté du Togo, Nigeria, enfin toute cette zone-là. Enfin là je fais des gestes avec la main, mais on voit pas. Afrique de l'Ouest. Donc voilà, Afrique de l'Ouest, centre-ouest, quoi. Et donc l'idée c'est qu'on va là-bas au nord du pays, donc dans les zones qui sont vraiment les moins développées, quoi. Donc dans une ville qui s'appelle Tangueta, où on est dans une école pendant 3 semaines et on donne des cours de vacances donc à des enfants qui en dehors de nous connaissent un peu que le système éducatif béninois, donc assez faible, voilà, avec des personnels enseignants qui sont pas du tout aussi formés que on peut en avoir en France, donc généralement voilà, ils ont juste le bac et après le bac ils peuvent être enseignants.
C'est un système qui est effectivement pas aussi performant que le nôtre et puis qui a beaucoup de défauts. Alors il est très centré sur les fondamentaux, donc maths, français, et en même temps le français c'est compliqué aussi pour eux parce que pour beaucoup ils parlent à la maison les dialectes locaux, donc du coup ils parlent quand même très mal français finalement. Et à côté tout ce qui est géographie, sciences, bon sciences humaines c'est pas forcément encore trop de leur âge, mais sciences bio quoi, etc. Ils ont vraiment très très peu de notions de tout ça. Sciences du corps humain, voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Donc on a un éclairage un peu différent à leur apporter, même si on n'est pas forcément qualifié non plus pour être enseignant. On a quand même un éclairage différent à leur apporter et tout simplement une présence à ce moment-là où ils sont censés être en vacances et où ils ont des vacances qui sont quand même particulièrement longues. Je crois qu'ils ont 5 mois de vacances, un truc dans le genre, pour l'été, parce que voilà, justement il n'y a pas du tout assez de personnel enseignant ni rien. Donc on a quand même cette utilité-là à ce moment-là. D'accord. Et donc vous allez vous donner des cours à des enfants, et est-ce que vous avez pensé à former des enseignants du coup Alors on nous en a déjà parlé. Là justement ça devient plus compliqué parce qu'enfin en vrai on n'a pas du tout les compétences pour ça en fait. C'est vrai qu'effectivement quand on forme juste des enfants, ça pose un problème dans le sens que l'impact est très limité parce que on s'adresse on avait combien de gamins là en vrai, on devait être à 150, entre 150 et 200, quelque chose. C'était des cours de quoi C'était un peu tous les cours qu'on peut avoir en primaire, donc on a fait français et maths, on a fait un petit peu d'anglais, un petit peu de géographie, un petit peu de le corps humain et voilà quelques combien de notions temps comme ça pendant 3 semaines. Et donc c'est vrai que voilà, l'impact qu'on a sur le développement de ce pays-là est extrêmement limité parce que sur toute une population qui est quand même très grande et très jeune, on a donné 3 semaines de cours à 150 enfants. C'est toujours ça, mais c'est pas grand-chose. Pardon. Donc effectivement, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, mais pourquoi est-ce que vous essayez pas directement de former pourquoi vous essayez pas directement de former des enseignants à enseigner mieux quoi, mais en fait on n'a pas les compétences pour ça et c'est vrai que ce serait rien qu'au niveau des méthodes en fait, on n'a pas les mêmes du tout les mêmes méthodes. Là-bas ils sont très très old school encore. Bon, on a vu beaucoup d'enseignants qui ont encore l'habitude de frapper leurs élèves, etc. C'est pas à nous, en fait, occidentaux, d'aller leur dire c'est pas la bonne manière que vous avez d'enseigner, même si, voilà, si on commençait à en parler avec eux, on aurait des choses à redire, mais déjà, faut voir comment ils le prendraient, en fait. Ils accepteraient pas forcément ce genre de critique-là non plus, et enfin, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et nous, on n'a pas la capacité de faire ça, quoi. D'accord. Et donc, vous êtes resté combien de temps au Bénin cette année? 3 semaines et 1 ou 2 jours de plus, du coup. D'accord, donc à donner cours à des enfants, c'est ça, au même, Voilà. à une même classe, j'imagine, non? On avait les grandes sections de maternelle jusqu'à CM2. Donc on était 12 et on était à 2 par classe. Du coup, moi j'avais les CM2 et D'accord. et voilà. Et Pendant comment 3 est-ce que semaines. les enfants ont vécu ça? Alors les enfants, eux, ils étaient ravis. Hein. C'était, enfin, je sais pas, ils avaient l'air de l'être. Donc j'espère qu'il était pour de vrai. Non, c'était super sympa. Ils étaient adorables. Alors après, c'est sûr que bon, c'était des grosses classes et tout. On avait jusqu'à une 40aine d'élèves pour les classes les plus grosses. En primaire, bon, bah des fois, ils étaient fatigants, quoi. Hein, quand il fallait les gérer, quand ils se mettaient à être bien excités pour X ou X raisons. Quand on essayait de faire des activités avec eux dehors, des foot, etc. Ça partait dans tous les sens. Des fois, on rentrait, on sentait qu'on avait bien vécu notre journée, quoi, à la fin. Mais non, c'est vrai que à la fin les adieux ont été un petit peu déchirants, donc j'ai l'impression qu'ils ont bien vécu ça en tout cas. Nous, finalement, à la fin, on s'y est quand même bien attachés. D'accord, et donc vous comptez y retourner ou alors c'est chaque année vraiment que des nouvelles personnes, ou alors il y a des gens qui sont là pour un peu maintenir une certaine continuité? En principe, il y a pas d'empêchement quoi. Chaque année, il y a un peu tous ceux de la Sono qui veulent y aller, qui y vont. Mais c'est vrai que là, notre année, nous, on était que des 1A. Et les années d'avant, je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est souvent un peu plus compliqué pour les 2A. Là, par exemple, je serai entre un stage et l'année harpe, donc ça va sûrement être un peu galère pour moi. Après, c'est vrai que si je peux, peut-être que j'irai. En tout cas, c'est pas du tout interdit. Mais voilà, c'est pas du tout une obligation, quoi. Nous, on a fait ça. Oui, on peut être hors Sono et y aller, hein, bien sûr. Il y a des gens qui sont allés, qui n'ont pas spécialement été à la Sono. On n'est même pas obligé d'être à l'ENS, d'ailleurs. D'accord, très bien, merci. Et est-ce que cette année, vous avez des nouveaux projets que vous allez lancer, ou alors des objectifs particuliers que vous visez? Oui, cette année, on espère pouvoir enfin ramener l'établissement français du sang pour une collecte sur le campus.
parce que ils sont assez difficiles à déplacer. Les points de collecte qu'ils font habituellement marchent toujours, mais créer de nouveaux points, c'est difficile pour eux. On a essayé l'an dernier, mais ils n'avaient pas pu venir. Du coup, on espère que cette année, ils vont pouvoir venir. D'accord, donc ils viendraient une fois, plusieurs fois par an pour récolter du sang des élèves, c'est ça? Oui, on aimerait déjà au moins l'organiser une fois. Ce serait autour du printemps, par exemple, ce serait bien. Mais ce serait bien, oui, par exemple à terme, qui viennent tous les ans, ce serait pas mal, parce que si on met en place une routine, c'est toujours plus simple donc d'organiser les événements quand on sait déjà comment ça marche, et il y a les anciens qui l'ont déjà fait, qui peuvent expliquer quelles sont les démarches à suivre et tout ça. Oui, effectivement, parce que moi, par exemple, dans mon lycée, j'avais l'établissement de procès du sang qui venait chaque année, et il y en a qui donnaient leur sang pour la première fois donc au lycée, et je pense que ça permet de rendre ça plus facile et plus accessible aux élèves qui n'ont pas forcément l'idée eux-mêmes d'aller directement à l'hôpital, ou je sais pas où est-ce qu'ils sont basés d'habitude. Ouais, de faire passer un peu l'appréhension. C'est vrai que, il y a beaucoup de monde qui a peur d'aller donner son sang, et puis une fois qu'on l'a donné une fois, c'est complètement différent. Si au cas où on n'y arrive pas d'ailleurs à faire venir le FS ici, et puis d'ailleurs même si on y arrive, en fait, je rappelle que le FS fait quand même très souvent des collectes, notamment à Bagneux, donc vraiment super près, quoi. On y est à 10 minutes en 10 minutes à pied. Pareil, il y a là il est rose aussi, je crois. Donc pour se tenir au courant des collectes, de toute façon, il y a rien de plus simple, hein. Il suffit d'aller sur le site de l'EFS et puis donner quelques-unes de nos coordonnées et dire que voilà, on a envie d'être tenu au courant des collectes. C'est très simple, on peut donner tous les 2 mois si je me trompe pas. Donc j'encourage tout le monde à le faire. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu plaisir. à notre invitation. Nous allons maintenant accueillir la chronique cuisine de Charlène. Donc bienvenue Charlène. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors bonsoir à tous. Avec les baisses de température, les soupes sont de retour. Donc rien de tel qu'une bonne soupe pour se réchauffer, lutter contre la fatigue et affronter le froid. Bref, rester en forme. Les soupes, c'est aussi le plein de vitamines et de fibres. Je vais vous parler donc d'une recette de soupe à la courgette et à la carotte. Pour ce faire, donc, il faut 3 courgettes, 4 carottes, du curry, du poivre et du sel. Donc c'est tout simple. Tout d'abord, il faut éplucher et couper les carottes en rondelles. Ensuite, couper les courgettes. Alors, pour les courgettes, vous n'avez pas besoin de les éplucher, puisque il vaut mieux garder donc tous les vitamines que contient la peau. Et par ailleurs, donc, plus les légumes sont coupés en fins morceaux, plus la cuisson sera rapide. Ensuite, vous mettez tous les morceaux de légumes dans une casserole et vous recouvrez d'eau et vous faites cuire. Et une fois que c'est cuit, donc c'est-à-dire une fois que les légumes sont fondants, vous mixez, vous assaisonnez avec le sel, le poivre et le curry selon vos goûts. Et vous pouvez également ajouter d'autres épices. Et ensuite, c'est prêt. Donc, je vais vous donner également une petite astuce donc, pour conserver votre soupe, puisque les soupes peuvent vite tourner si on ne conserve pas correctement, et c'est encore plus le cas, donc je pense pour les soupes à la courgette. Donc, écoutez bien cette astuce pour conserver votre soupe. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez déguster votre soupe pendant une semaine, c'est l'astuce, donc c'est d'utiliser des bouteilles en verre. Si vous en avez pas sous la main, utilisez d'anciens bocaux de confiture, ça fera très bien l'affaire. Alors donc vous versez donc la soupe très chaude dans la bouteille en verre et vous fermez donc la bouteille en vissant le bouchon bien fort. Vous pouvez utiliser également un entonnoir pour vous faciliter la tâche. Et ensuite vous attendez donc que la soupe refroidisse pour la mettre ensuite au frigo. Et ainsi donc dans une bouteille fermée, la soupe peut se conserver facilement 5 jours voire même une semaine. Et une fois par contre, si la bouteille, dès que vous ouvrez la bouteille, faut la consommer rapidement, donc dans les 3 jours. Voilà pour cette recette de soupe. Merci beaucoup. Donc on va passer à notre pause musicale. Donc j'appelle Paul Lascabette. Donc
Donc là, on est en train d'attendre que Paul Lascabette soit prêt, donc tout se prépare en coulisses. Et voilà. Sinon, je vais faire une petite présentation après de Frequenz, mais donc pour nous contacter, c'est très facile, on est présent partout sur les réseaux. Donc comme je disais, vous pouvez nous retrouver partout sur les réseaux. Toujours la même chose, @frequenceradio, donc c'est sur Facebook, Twitter, Instagram et même par mail, donc c'est frequenceradio@hotmail.com. Donc le plus facile, j'imagine, puisque tout le monde est connecté à Facebook à l'école, c'est voilà notre page Frequenz Radio. Donc l'instant promo de Frequenz. Est-ce que vous en avez marre de toujours répéter la même chose à la cafette et de conseiller à 30 personnes la même série qui a bouleversé votre vie? Est-ce que vous vous sentez bridé dans votre créativité et cherchez l'occasion de vous exprimer pleinement? Ou bien est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas assez d'occasions sur le campus de débattre sur des sujets d'actualité ou de société? Les élèves de l'école ont besoin d'un vecteur d'expression grâce auquel ils pourront partager leurs idées, leurs découvertes et parler des sujets qui leur tiennent à cœur. La radio Frequenz s'inscrit dans ce cadre et a pour but de vous permettre de vous exprimer et d'être au plus proche des sujets qui vous concernent. Nous voulons être vos voix sur le campus et représenter au mieux vos préoccupations et vos intérêts. On dirait une campagne politique, mais c'est pas ça, c'est vraiment une radio. Donc pour cela, nous vous offrons l'occasion à tous de produire et d'animer vos propres émissions sur les sujets qui vous intéressent. Donc culture, politique, humour, tous les thèmes sont les bienvenus sur notre radio. Et si vous voulez animer votre chronique musicale ou bien tenter votre chance dans le monde des fictions radiophoniques, si vous voulez parler de vos recherches pendant votre dernier stage, ou alors offrir l'occasion à votre chargé de TD de le faire, si vous ne vous sentez pas capable, ou alors si vos recherches n'ont mené à rien. Si vous voulez préparer un reportage touchant de près ou de loin la vie de l'école, ou alors rigoler avec les copains en studio pour une émission plus légère, une chose à retenir, vous êtes les bienvenus pour faire de la radio à Frequenz. Pour ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise devant un micro, mais qui voudraient participer à cette aventure, pas de panique. Vous êtes les bienvenus dans le club et nous avons plein d'idées quant aux manières de vous rendre utile. Donc en matière de réflexion, d'organisation, de gestion et des domaines plus techniques auxquels nous vous formerons. En plus ça rime, du coup c'est cool. Vous deviendrez vite indispensable à l'équipe. Prenez très vite contact avec nous via nos réseaux sociaux, comme je l'ai dit, par mail ou alors en nous parlant tout simplement. Donc moi c'est Hichem, voilà, et je suis là. Et sinon il y a d'autres personnes à Frequenz comme Robin, comme Charlène, comme Marine. Il y a Lucille aussi, mais elle n'est pas là ce soir, et d'autres personnes qui tournent aussi. La sphère Frequenz est assez élargie, voilà. Mais on compte sur vous pour nous rejoindre. Parce que sachez que nous ne fonctionnons que si les membres produisent des émissions et que nous ne pouvons pas exister sans votre engagement. Merci. Donc j'espère que Paul Lascabette est bientôt prêt. C'est parti!
rebonsoir à tous, on va reprendre l'émission avec Paul Lascabette. Donc déjà j'appelle Robin. Et donc Paul Lascabette, le musicien que vous venez d'entendre, va se joindre à nous pour un petit entretien. Donc bienvenue Paul Lascabette. Vous êtes étudiant à l'ENS en mathématiques. Exact. Et, Exact. Et donc vous faites de la musique depuis plus de 15 ans. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui vous nous avez fait profiter de vos talents. Donc expliquez-nous un peu votre parcours. Donc comment en êtes-vous arrivé là? Alors donc la musique ça fait vraiment super longtemps que j'en fais. Et j'ai commencé par la guitare, donc c'est ce que je fais actuellement. J'ai commencé par de la guitare classique. J'ai commencé par prendre par un truc assez basique. J'ai pris des cours avec un prof. Puis en fait, ce qui m'a fait vraiment aimer la musique, c'est que j'en ai fait avec mes potes du collège. Et avec eux, on a monté des petits groupes. Donc assez rapidement, en quatrième, en quatrième, cinquième, on a fait nos premiers concerts. Puis après, en troisième, on a commencé à en faire, en troisième, début lycée, on a commencé à en faire un peu plus. Puis là, j'ai eu un groupe un peu plus important avec lequel on faisait vraiment des compos. Et ça, là, on a fait, donc on était à Bordeaux. On a joué dans à peu près toutes les salles de Bordeaux, donc ça, c'était super cool. Puis après, il y a eu la case prépa. Mmh. Donc ça évidemment j'ai dû arrêter le groupe et donc et à partir de là j'ai décidé de faire le petit projet solo que je fais actuellement. Donc ça c'est à base de guitare, c'est à base de guitare classique, c'est à base de flamenco et de jazz manouche. Et donc voilà, donc je rajoute plein de petites guitares, je fais des enregistrements. C'est ce qui me prend beaucoup de temps. Donc des enregistrements de mes compositions. Donc ce que vous avez pu entendre avant, c'était des compos que j'ai joués. Et donc vous pouvez m'écouter donc j'ai une chaîne SoundCloud et YouTube. Et voilà, et donc maintenant je continue ce petit projet quoi. D'accord, donc a priori t'es passé par le Fusion. Ouais, c'est ça. Et du coup quelles étaient tes influences, pourquoi t'es parti dans ce... Alors on faisait de la fusion, donc c'est on mélangeait plein de styles entre eux parce que justement on n'arrivait pas à se caser. Donc ça c'était quand j'avais mon groupe avant, on n'arrivait pas à se caser dans un style et puis on faisait des fois on mélangeait des trucs, on faisait mélanger du rap avec du jazz ou plein de trucs comme ça. C'était super cool. Et on n'arrivait pas en fait à trouver vraiment notre style et je pense que c'est ce qui m'a aidé, c'est que du coup on travaillait un peu tout et ça m'a aidé parce que maintenant j'arrive un peu à même si je me case dans un style, mais j'arrive assez facilement à dévier, à reprendre d'autres styles et voilà. Ouais, du coup, j'ai entendu Chameleon. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'était pas une compo pour le coup. Ouais, pour le coup, ouais. Et du coup, t'as d'autres influences dans le jazz comme ça un peu? Ouais, c'est pas mes influences premières, c'est pas le jazz au final, mais c'est plus j'ai commencé par c'est un groupe de rock, donc évidemment j'écoute beaucoup de rock, des trucs du style Hendrix, des trucs comme ça j'ai bien écouté, Led Zeppelin, des trucs comme ça. Mais ouais, mais j'essaie bon, je pense un peu comme tout le monde, mais j'essaie d'écouter plus de trucs possibles parce que bon, il y a du bon partout, hein, donc faut prendre là où on peut quoi. Et du coup maintenant t'es un peu plus flamenco. Ouais, c'est ça. J'ai vu. Du coup, enfin moi je connais pas excessivement, mais moi je connais pas Code Lucia par exemple. Voilà. Mais des artistes modernes qui jouent dans ce style-là, t'en connais Mais ouais, en fait, donc ma source d'inspiration number one, c'est Rodrigo Gabriela. Donc ils sont assez connus et en fait la guitare que j'ai c'est la même que Rodrigo. Et donc ça c'est du Rodrigo Gabriela, en fait c'est pas du flamenco vraiment, c'est un mec et une fille à la guitare et donc il y en a un qui fait la rythmique, l'autre qui fait les solos et c'est un peu c'est un peu le même style que je fais sauf que c'est plus orienté hard rock et voilà, et donc je m'inspire beaucoup d'eux, mais bon j'essaie quand même de faire des trucs fondamentalement différents quoi. Ok. Ouais. Donc où est-ce que tu trouves ton inspiration aujourd'hui? Ça c'est une très bonne question. Je la trouve, je n'en sais rien, genre en écoutant de tout et puis en s'inspirant de tout ce qu'on peut. Puis après faut travailler, hein. Après le truc il tombe pas du ciel, hein. Faut essayer de travailler au quotidien et puis après on arrive à construire des. Le plus embêtant en fait c'est pas de trouver un riff, c'est vraiment de construire la composition en elle-même, d'assembler les petits passages entre eux et pour essayer que tout soit cohérent, et ça c'est vraiment le plus dur. Faut bosser, hein. Enfin des fois je prends une feuille et un crayon et je crée la structure et après voilà quoi.
En moyenne, tu passes combien de temps à t'enregistrer par semaine, par exemple? Ah, voilà, ouais. Donc ça, par exemple, là, j'ai sorti une composition là, cet après-midi, enfin ce matin. Donc tu sors ça où sur ta page Facebook? Ouais, non, sur le SoundCloud et sur YouTube, sur la page YouTube et sur YouTube. C'est Paul Lascavette, hein, et donc par exemple celle-là, j'y travaille depuis 3 semaines. Donc celle-là, j'ai mis aussi une batterie et une basse, donc c'est ce qui m'a pris un bon 10 jours de plus. Et ça, quand je fais 3 semaines, j'y travaille à peu près, je sais pas, peut-être 1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour, et les week-ends, du coup, sur 3 semaines, il y a eu 3 week-ends. Et les week-ends, là, par contre, c'est un peu plus que 1 ou 2 heures, quoi. Là, je sais pas, c'est peut-être 5-6 heures, mais en fait, on sature assez vite parce qu'on écoute le même morceau pendant une longue période, du coup, c'est, je le connais par cœur, là, ouais, bon. Du coup, voilà, quoi. Il faut y passer du temps, quoi. Et comment ça marche pour concilier ta passion à tes études? Ah, comment ça marche? Justement, j'ai trouvé la petite solution. La solution, c'est que donc là, j'ai un parcours, donc j'étais dans le département mathématiques. Et là, ce que je fais, c'est que je fais un master, donc en lien avec la musique, un master 2 en lien avec la musique. Donc c'est des sciences appliquées à la musique. Et donc voilà, c'est super cool parce qu'on a des cours. Par exemple, là, j'ai des cours de musicologie. Mais bon, j'ai aussi des cours de traitement du signal, d'acoustique et d'informatique. Et tu fais ça où, du coup? Ah, je fais ça à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est à côté de Châtelet, c'est à côté du centre Pompidou. D'accord. Ok, donc à Paris, du coup. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent ailleurs, qui connaissent pas forcément par cœur. C'est vrai. De Paris. Je dis ça, mais je crois qu'on a 2 personnes qui sont en train de nous écouter. Moi, j'ai une autre question. Ouais. Tu utilisais beaucoup un looper. Ouais, c'est ça. Est-ce que le thème que tu rajoutes par-dessus, c'est un thème qui est, enfin, les fils que tu joues et tout ça, c'est des choses qui sont écrites ou genre t'improvises après par-dessus ton... Alors, vu que ça fait longtemps que j'utilise le looper, quand même, c'est des trucs, en général, en gros, c'est prévu. Après, la base, elle est prévue, parce que surtout que c'est super dur d'improviser au looper, parce qu'en fait, au looper, si on fait une petite erreur, c'est fini, quoi. Genre, l'erreur, elle est dedans, et on peut plus l'enlever, et du coup, faut vraiment que j'évite mais après, j'ai quand même une grosse part d'impro, c'est-à-dire que des fois, je modifie un peu la structure, moi, je fais ça un peu au feeling. Bon, faut pas trop dire, mais bon. Et les solos aussi, je fais souvent en impro, mais la base, j'ai un petit papier avec les structures, les trucs comme ça, parce qu'il faut que je respecte ça, sinon c'est trop compliqué. On peut faire des erreurs trop souvent, et du coup, faut que j'essaye d'être un peu cohérent, quoi. Et en dehors de la boucle elle-même, tu joues en impro. Voilà, c'est ça. En fait, souvent, quand je suis pas sur la boucle, quand j'enregistre pas, là, je suis pas en impro, mais souvent, je sais vaguement ce que je dois faire, mais bon, des fois, je fais des petits extras, mais par contre, quand je suis dans la boucle, là, il y a des compos, je les joue à la lettre maintenant, et je connais exactement ce que je jouais. Ouais. D'accord, donc tu nous as parlé de projet futur, c'est ça? Quelque chose Ouais, mon projet futur, c'est de faire donc un petit EP ou un petit album. Et donc je travaille dessus là depuis avril-mai, donc j'y suis. Et donc ça en fait le but de ce petit album, ça va être de faire un album. Donc là je vais être entièrement à la guitare, je vais pas mettre de basse, pas mettre de batterie. Et le but, ça va être que chaque chanson va représenter un pays. Donc en fait, il y aura 8 pays. Et donc je vais essayer de rester dans mon style, mais pourtant qu'on reconnaisse chaque pays. Donc il y aura 8 pays à travers le monde. Donc je les ai positionnés un peu partout dans le monde, histoire de balayer le plus de pays possible. Est-ce qu'on peut avoir une idée déjà des pays? Des pays, ouais, voilà. Donc il y en a 4 déjà qui sont déjà écrits. Bon, les 4 autres j'ai prévu aussi. Hein, c'est juste, faut juste que je travaille dessus, quoi. Donc les pays, évidemment il y a la France. Ça j'étais obligé, quoi. Et après, il y a des pays, déjà, faut que ce soit des pays qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est ça. Et, en fait, quand je pense au pays, il faut que j'arrive à penser à une gamme ou un air de musique, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc par exemple, donc il y a les États-Unis. D'accord. Évidemment. Il y a l'Italie, parce que l'Italie les États-Unis, ça t'inspire quoi? Tout ce qui est Texas et tout ça, quoi. Les États-Unis, elle est déjà enregistrée, donc là c'est bon, c'est fait. Okay. Et ouais, donc il suffit on peut jouer un peu faut jouer un peu la guitare, faut toucher un peu le côté texan des États-Unis, et puis là on trouve pas mal de trucs. Et par exemple, la France, c'est quoi qui caractérise la France? La France, mais c'est par exemple, je sais pas, c'est par exemple c'est des trucs un peu style valse. Et par exemple, je sais pas. Les valses, c'est plutôt espagnol en ce moment. Catalan. Ouais, non, pas trop, ça va des trucs. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était une blague. Oui. Manuel Valls, voilà, qui se présente en Catalogne. Voilà, mais je te laisse continuer, vas-y. Ouais, du coup, voilà. Après, il y a l'Espagne aussi. L'Espagne, ça a été un des plus faciles à faire, parce que bon, là, j'ai juste à toucher au flamenco. Avec ma guitare, ça va tout seul. Puis après, voilà, il y aura d'autres pays. Je vais pas tout vous dire, parce que bon. D'accord. On va laisser la surprise. Voilà, on va laisser un petit suspense.
Et donc c'est quoi? On pourra acheter l'album Je vais le mettre sur Spotify et je sais pas encore ce que je vais faire, mais Ok. j'aimerais Sur faire iTunes ça un peu aussi, pro. j'imagine peut-être. Ouais, sûrement. Mais bon, je sais pas encore fait. Hein. Je pense qu'il y a encore un petit. J'aimerais bien que ce soit fait en, je sais pas, janvier-février 2019. D'accord. J'espère. Ouais. Ok, bah ça arrive assez vite quand même. Ouais, mais bon, ouais, peut-être. Je pense que je vais un peu déborder. Bon, on verra. Ok. Et je vais essayer de faire ça bien, quoi. Donc. D'accord, bah on attend ça avec impatience. Exactement. Donc je te remercie, Paul Lascabette, d'être venu au micro de Frequenz. Bah, merci à vous aussi. Hein. Et donc on va passer maintenant à l'intervention du club écriture avec Quentin. Ok. Donc bienvenue Quentin Canu. Bonjour. Bonjour. Donc on vous a invité aujourd'hui pour donc à la fois pour présenter le club et à la fois pour nous lire des productions de productions. Pour le coup, elles seront toutes de moi-même parce que j'ai pas trouvé d'autres volontaires, mais Non mais c'est très bien. On a un représentant, et pas n'importe lequel du coup du club écriture. Merci allez me d'avoir faire accepté rougir, arrêtez. l'invitation. Ok, donc je vous laisse peut-être d'abord nous parler du club écriture et ensuite nous lire. ouais, le texte. volontiers. D'accord. Donc l'atelier écriture, donc c'est un atelier qui existe depuis maintenant quelques années. On a un intervenant qui vient en fait animer chaque atelier qui se tient environ toutes les 2 semaines, un ancien vainqueur du prix littéraire de l'Ernest Cachan. C'est un truc que vous connaissez pas, donc chaque année la bibliothèque de l'Ernest Cachan organise un prix littéraire et parmi des premiers romans, généralement des premiers romans d'auteurs, ils en sélectionnent un. Donc je tiens à rappeler que à Frequenz on a fait une série d'émissions. C'est Marine qui a fait ça. Donc sur le prix littéraire l'année dernière, et donc on a présenté plusieurs livres. Vous pouvez retrouver ça par exemple sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Mais ok. Et donc de ce prix littéraire, et un des lauréats s'appelle donc Jacques Géla. Je crois qu'il a gagné il y a 5-6 ans, si je me souviens bien, je sais plus exactement. Bah voilà, c'est le premier vainqueur de la première édition du prix littéraire. Et donc c'est lui qui anime les ateliers écriture. Donc le principe est simple, donc c'est toutes les 2 semaines environ, nous nous réunissons généralement au pavillon des Jardins. Donc Jacques est là, nous attend et il nous propose un thème. Un thème, souvent un mot. Par exemple, là, l'un des textes que je vais vous lire, le thème était un ménage. Ménage, d'accord. Un ménage. Partant de ce thème-là, généralement tout le monde donc se met à écrire ce qu'il veut, même un texte qui n'a rien à voir avec le thème. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la prose, des vers, un article de journal, les listes des courses de demain. Enfin, on écrit vraiment tout ce qu'on veut. On a juste ce point de départ là qui est le thème et on en fait ce qu'on veut. Donc on se donne environ 45 minutes, 1 heure pour écrire les textes. Donc tous les textes que je vais vous lire là, voilà, il m'a fallu 45 minutes, 1 heure pour les écrire. Je les ai pas retouchés d'ailleurs depuis. Donc voilà, c'est en totale improvisation. Ça part de la feuille blanche à ce qu'on a là. D'accord. Et au bout de cette heure-là, ceux qui le désirent peuvent le lire à l'assemblée, le texte qu'il vient de produire. Tout le monde après payer sa critique ou de son commentaire au choix. Donc c'est assez libre, c'est assez sympathique. On devrait reprendre bientôt les séances si ça intéresse l'auditoire. Oui, bien sûr, oui. Je pense qu'il y en a plein qui doivent être intéressés ici et ils vont l'être encore plus quand ils vont écouter les textes que vous allez nous lire. En effet. Donc on est impatient d'entendre ça. En effet, dans la chose j'en ai sélectionné 3, mais ça peut aller à 2 si vous... Et la longueur du texte, elle est libre ou la longueur du texte, c'est libre, oui. On a des personnes qui écrivent des textes qui peuvent faire facilement 5 pages à 4 s'ils le souhaitent. Ils sont assez rapides, si que c'est bon. On s'autorise même des fois à... C'est vraiment assez libre, on peut même s'autoriser à faire de longues histoires, par exemple. Donc on a... Par exemple, quelques membres qui aiment bien commencer une histoire et la continuer lors d'une séance prochaine. Et on a eu ainsi les aventures d'un pecno de l'Amérique profonde une fois comme ça, qui s'est étalé sur plusieurs mois. Enfin voilà, c'est vraiment... on est vraiment libre d'écrire ce que l'on souhaite et c'est un bon entraînement pour ceux qui aiment bien écrire de base. Et vous avez aussi simplement le plaisir de venir écouter les textes. On n'est pas obligé de les lire à la fin d'une séance, donc c'est vraiment... Chacun vient et a son propre atelier d'écriture finalement. D'accord, ouais. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Je vous ai sélectionné un texte qui résume finalement assez bien le contenu d'un atelier. Donc c'est le premier texte que j'ai écrit, dont le thème s'appelait Entrée. C'est généralement le thème qu'on donne traditionnellement en premier aux nouveaux venus. D'accord. Donc là, on a droit à un premier texte, quoi. Exactement. Je pense qu'on est très privilégiés ici à Frequenz et à la cafette. Pour ça, écoutez Frequenz régulièrement et vous aurez d'autres exclusivités de ce genre. Cool, merci. Bonjour, entonnai-je tout en serrant la main de Jacques. Il me répond avec un franc sourire.
Je sors mon ordinateur, l'installe devant moi, et le prépare tel un musicien prépare son piano. Il y a du monde, et cela fait très plaisir. Les réguliers, les habitués sont là, le poids de l'expérience dessiné sur leur regard. Et il y a les nouveaux, que je devine débordants d'énergie, prêts à faire surgir la sémantique cachée dans la syntaxe. Enfin, assis en haut de la place que l'on accorde bien évidemment au chef de la tribu, le majestueux Jacques trône face à chacun d'entre nous. Il est le modèle, il est la voix. Et le voilà qui nous donne le thème de la soirée, entrée. Alors, tout ce petit monde s'agite, frémit. Les stylos tracent, les claviers tapent. Tous s'affairent à changer le thème entrée en une chose d'unique et personnelle. Quant à moi, rien. La feuille blanche. Enfin, l'écran blanc dans mon cas. Pas de panique, ça va bien se passer, cela arrive même aux meilleurs. Mais si eux doivent connaître le moyen de s'en sortir, ce n'est absolument pas mon cas. Il faut pourtant que je trouve un moyen, une idée, même un mot. Ok. Cela fait exactement 15 minutes que tu n'as rien fait, mon cher Quentin. C'est l'un des inconvénients de l'informatique, on a toujours une horloge quelque part pour nous rappeler la fuite du temps. Bon, ce n'est pas grave. Ne pas avoir d'idée, ça arrive même au meilleur. Ne viens-je pas de me dire ça il y a exactement 16 minutes? Et merde. Je viens d'arriver au point de non-retour. L'instant, ma voix intérieure a elle-même perdu son inspiration. Rien n'est grave. J'essaie tant bien que mal d'écrire un paragraphe, une phrase, voire même un mot. J'ai beau présenter au public un chevalier parti affronter son propre courage, introduire un individu surgissant au beau milieu d'un défilé de mode, ou encore interroger le néant profond venu de notre rapport à l'être. Mes idées ne sont pas convaincantes, ni même fracassantes. Elles ne plaisent même pas à moi. Que vont penser les autres quand je leur dirai que je n'ai rien produit? Eux, ils seront les Botticelli graphiques, les Andy Warhol stylistiques, les Jeff Koons du mot. Je serai au milieu d'un champ concentré de talents factuels. Et moi, je ne serai rien. Quelle entrée, Jacques, quelle entrée! Je ne sais que faire, je n'ose pas te demander de changer de thème. Je commence à désespérer. Et si je ne savais pas écrire? Et si je ne savais rien faire? Au fond, ma vie est-elle autre chose qu'un inénarrable et insondable échec? Voyant sur mon ordinateur qu'il me reste environ 5 minutes, j'essaie de masquer ma médiocrité par un dernier barreau d'honneur. Cela sera pompeux et simpliste, certes. Ce sera même assez court. C'est une idée un peu nulle, mais là on n'est plus à la qualité. Je n'ai plus le choix. Je tape les touches de mon clavier pour répondre à un texte qui n'est pas voué être effacé une seconde plus tard. J'écris le titre, c'est-à-dire le thème. J'ajoute mon nom et mon prénom. Enfin, je viens d'écrire ma première ligne. Bonjour, entonnai-je tout en serrant la main de Jacques. Merci pour ce magnifique texte qui... Voilà, donc la page blanche est quelque chose de toléré à l'auto-écriture. Ne vous inquiétez pas pour les jeunes nouveaux qui nous écoutent par milliers. D'accord. Bah c'est rassurant en tout cas d'entendre ça. Et merci d'avoir partagé cette expérience du coup de la première séance d'écriture dans laquelle tu n'arrivais à rien écrire. Mais finalement t'en es quand même ressorti avec un joli texte. J'en ai un autre à vous proposer si vous oui, souhaitez. Bien sûr. On y va. Ouais. C'est parti. Donc le thème de ce texte-là était la cerise à côté du gâteau. Donc pour montrer qu'on peut aussi faire des vers pour les poètes qui nous écoutent par milliers. Non, j'ai déjà dit. La cerise à côté du gâteau. Viennent le jour de l'an, l'aube et le printemps. C'est l'instant de la naissance où tout se joue avec tant d'aisance. Les acteurs se nouent avec simplicité. Leurs personnages se plaisent sans y songer. Viennent les chaleurs de juillet, du zénith et de l'été. Leur complicité brille d'une étincelante clarté. Seul compte le regard de l'autre moitié. La scène est du plus bel effet. D'aucuns clament qu'il a trouvé le couple parfait. Viennent les vents qui sonnent, le crépuscule et l'automne. Il est parti rêver et espérer. De destination l'avenir idéalement convoité. On touche au chef-d'œuvre, à l'apothéose, devant son duo contre qui rien ne s'oppose. Mais débute le froid, l'enfer, la nuit, l'hiver. De cette danse trop belle pour durer, le triste amant a finalement chuté. Une poussière suffit à briser une scène si méticuleuse, car tout simplement, elle n'est plus amoureuse. Merci encore pour ce jeu de texte. Ouais, qu'est-ce que ça t'a évoqué, Paul? Ça me paraît très très dur d'écrire un texte comme ça en 45 minutes, 1 heure en fait. Oui, ouais. Et encore, je pense pas être le plus impressionnant des membres de la écriture. Certains sont capables de choses. Je dis pas certains en texte, mais je n'ai pas eu leur autorisation spécifique de les lire, donc j'ai préféré m'abstenir. On a fait l'année dernière d'ailleurs une lecture lors des séances de l'art aussi. Oui, lecture des textes. D'ailleurs C'était moi qui les avais lus d'ailleurs. Ce club et justement ça donne envie de vous écouter encore plus et même de participer pour ceux qui. Oui, évidemment la porte est ouverte à tout le monde si des gens ont envie de ne serait-ce que de taper leur inscription coriandre à tes écritures, on est ouvert à tout. Donc surtout n'hésitez pas. Venez me voir pour demander un lien pour l'AML et je vous inscrirai et je parlerai comme ça des premières séances qui se donneront à l'atelier d'ici, je pense, la semaine prochaine ou celle d'après.
Enfin voilà. D'accord, très bien. Je pense que c'est assez impressionnant aussi, mais peut-être que faut juste se lâcher et puis à force de le faire, on y arrive beaucoup mieux. Et Oui, bien sûr, moi j'étais venu pour m'entraîner, pour me forcer un peu à écrire parce Ouais. que j'aime bien ça et que ça donne un cadre solide et assez disciplinant finalement. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut pas trop avoir peur aussi. Je pense qu'il faut juste se lancer et puis après des fois ça vient, Voilà, ça vient c'est tout ça. seul. Quoi. C'est peut-être un peu comme la musique du coup. Exactement. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Quoi. Il y en a qui disent c'est super impressionnant. Comment tu fais pour faire ça et tout, mais en fait des fois faut juste y aller, pas se poser de questions et voilà, c'est puis ça. après à force d'en faire, bah là on a des réflexes et puis ça vient plus vite. D'accord. Bah, merci beaucoup Bah, je vous en prie. pour pour votre présence ici et de nous avoir lu ces textes-là qui ont été, j'en suis sûr, grandement appréciés par ceux qui les ont écoutés. On va passer tout de suite à VBB le mytho qui va venir. La prochaine personne qui va s'asseoir autour de cette table est quelqu'un de très spécial. Vous allez pouvoir l'entendre. Salut VBB, comment ça va? Salut Sam, écoute, là je suis un peu vécreux. Je suis jet-lagué là, je reviens de LA, c'est un peu compliqué. Comment ça de LA? Bah mec, de chez WAM à LA quoi. Comment ça, t'habites à LA? Ouais, bah en gros, je dis j'habite à Alfortville, mais en gros, tu vois, c'est mon jet à Alfortville. Ouais. T'es déjà venu chez moi? Non, t'es jamais venu chez WAM. En gros, t'arrives chez WAM, t'es dans une petite pièce, ok, tu t'enlèves tes chaussures et ton manteau, parce qu'on va pas déconner, c'est Bibi qui fait le ménage. Et là, pendant que tu fais ça, t'as un ascenseur, il t'emmène 100 mètres sous terre. Dans les souterrains, t'as une piste d'atterrissage souterraine, quoi, et là, direct vers LA. Du coup, j'étais à LA avec Scarlett, normal, enfin, on est... Qui ça, Scarlett? Scarlett, quoi, enfin, Scarlett, ma meuf, quoi. Scarlett Johansson? Ouais. Non. Ouais, bah si. Comment ça, c'est pas possible? Bah, en gros, mec, je t'explique, avec Scarlett, ça a commencé, j'étais à LA, tranquille, elle est bien, elle me tchatche, je lui dis ok, enfin au début tu vois je sais pas qui c'est, on chatte normal, à un moment donné je vais chez elle, on ken et tout, et là je me rends compte, elle me dit ouais bah je suis Scarlett Johansson, putain je savais, et une chose en entraînant une autre, c'est ma go, et là on est, et là en gros parce que la relation à distance, LA Paris c'était un peu hoche, je lui ai dit ok bébé t'es caté, je vais avec Watt. Du coup, je suis avec Scarlett. On ken. Et là, il y a mon yinche qui aboie. Et il aboie de ouf. Putain, Scarlett, elle pète un quebla. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? What the fuck? Ta gueule le yinche. Je lui dis, attends, toi, ta gueule Scarlett. J'écoute le yinche. Et là, le yinche, il me dit, parce que j'ai pris des cours de yinche en 3e. Il me dit, ouais, mec, ça fait 8 heures que tu ken. Là, tu vas louper Frequenz. Putain, je dis, oh merde, Frequenz. Et là, mais il connaissait Frequenz le chat. Bah oui, là je lui ai appris les bails. Et c'est un peu mon majordome, tu vois. Bah du coup là j'ai au yinche, je lui dis va préparer l'hélico, tu vois. Et je vais sep un coup et voilà, et je monte dans l'hélico. Préparer l'hélico. Ouais, bah je lui ai appris 2-3 t'as un hélico, c'est 2-3 petits délires. C'est le jet ou c'est autre chose? Non, mais gros, je vais pas te mentir, c'est pas n'importe quel hélico. Ah ouais? En gros, c'est plus rapide qu'un hélico? Plus rapide qu'un jet, pardon? C'est plus rapide qu'un jet, je vois qu'on te la fait pas. En gros, ce qui s'est passé, je vais te raconter une histoire. Alors tu fermes ta gueule, hein. C'est top secret. Mec, ça a commencé, j'avais genre 6 balais, tu vois. Et je jouais avec un avion en plastique, tu vois. Je jouais avec l'avion et je jouais pas comme les autres gamins. Alors les autres gamins, ils jouaient avec l'avion et moi j'y joue, c'est pas pareil. Et à un moment donné, je jouais avec mon avion dans un parc, tu vois. Et là, il y a un général, il passe par là. Il me voit. Et tu vois, au début, il est en train de marcher, mais en me voyant faire le queutru, il s'arrête. Le gars, il s'arrête, il me regarde. Il se dit, putain, il est pas pareil que les autres gamins. Et tu faisais quoi, toi? Je jouais avec mon avion. Okay. Mais le gars, il me kidnappe, mec. Il me kidnappe. Il m'emmène devant l'Elysée, devant Jacques Chirac. C'était Jacques Chirac. Et il me dit, vas-y, refais ton queutru. Refais ton queutru. Chirac, il me calcule app. Moi, je comprends app. Il me dit, mais vas-y, rejoue avec ton jouet, là. Il me donne l'avion. Et juste la manière dont je le fais fuser dans l'air, ça fait un petit bruit, tu vois, dans le vent. Chirac, il se retourne vers WAM. Il regarde son général. Il lui dit, il y a un queutru. Il y a un queutru. C'était quoi le truc? Mec, je le faisais voler d'une manière, ça allait plus vite que toutes les fusées du monde. Et en gros,
Le mec, Chirac, il me prend un Bosch, il le met dans son ordi, il tape 2-3 trucs. Et hop là, sur son ordi, il a l'adresse de mes parents, le téléphone, les machins, il envoie un texto à Marom, ouais, avec Vivibi, on va changer le monde. Il sera en retard ce soir. Ok, on descend 6 pieds sous terre, et là on bosse. Pendant des années on bosse. Je suis obligé de leur expliquer le délire, leur expliquer comment je fais mon machin, leur expliquer comment ça se marche, parce que les gars ils comprenaient rien. Donc vous faisiez quoi là? Ils comprenaient R. Mais on réfléchissait, mec, et on construit un prototype, mec. Le premier, bon, il explose. Deuxième, il prend feu. Troisième, il part en yoku. Mais ça avance. Plus ça va, plus il y a, tu vois, il y en a un pendant une seconde, il va méga vite, puis ensuite, bon, il explose. Et ça avance. Et plus ça avance, plus ça me les sous. Plus j'ai l'impression, putain, on me vole mon idée. Mec, on me vole mon idée. Non. Et ça me les sous. Plus ça va, plus je suis vénère. Et à un moment, alors j'avais 12 ans, tu vois, avec Sarko, ça pète. Ah, ça pète. La plus grosse dispute de ma life, mec. Et t'avais 12 ans à ce moment-là? Ouais, j'avais 10 ans. Bon, on va pas se mentir, la dispute de base, elle a commencé parce que il arrivait un peu plus tôt au boulot, tu vois. Il arrive à l'Elysée. Et là, dans le bureau, qu'est-ce qu'il voit en arrivant? Bah, Wam en train de me faire pépon par Carla, quoi. Voilà, forcément, il se vénère. Quoi, d'où tu te fais pépon par ma meuf? J'ai dit, Calwad, t'avais dit que t'arrivais à 10h, pas à 8. Et on s'énerve, il insulte et tout. Putain, un mot plus haut que l'autre. Et là, je lui dis, putain, tu m'as volé mon projet. Du coup, je te vole ta meuf. Et là, le gars, il s'arrête. Il s'arrête, on se regarde dans le blanc des yeux. Pendant 5 minutes, on se regarde dans le blanc des yeux. Et il me dit, t'as raison, on arrête là. Et là, tu vois, il comprend ce que je veux dire. Il comprend pourquoi je suis vénère. Et il me dit, bah vas-y, tu peux t'en aller. Prends le dernier prototype, on vient de le construire, on l'a pas testé. Et tu peux t'en aller. Et ce prototype-là, bah tu vois, c'était l'hélico plus rapide que tous les jets. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Frequenz. Ah ouais, truc de ouf. Bah écoute, mais il m'a remercié, Sarko, hein, il y a pas longtemps. T'as remercié? Ouais, il m'a reçu un texto, il me disait, ouais, bah, depuis ce que t'as fait, avec Carla, c'est plus pareil. Elle a repris goût à la vie, elle est heureuse maintenant, et au lit, c'est plus pareil, quoi. Voilà, il m'a remercié. Ouais, bah, j'avoue, hein, franchement, histoire folle, hein. Donc, ouais, bah, VBB, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. C'était assez fou, et donc, voilà. Merci ben, de rien, à la prochaine, Jude. Bah ouais, à la prochaine. Allez, salut. Donc après cette histoire folle de VBB, on va passer à l'intervention de Beekeeper Society. Donc Beekeeper Society, cette association très atypique sur le campus. Donc on a Antoine avec nous, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va très bien. Ça va, tu passes une bonne soirée? Ouais, super, l'émission est plutôt sympa, donc c'est un plaisir d'être ici pour discuter avec toi. Bah c'est cool. Bah écoute, ouais, on va un peu parler de BKS. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'asso? Donc BKS, ça veut dire Beekeeper Society, c'est l'association des apiculteurs de l'ENS de Cachan. Donc notre rôle, c'est de s'occuper des ruches qui sont sur le toit du bâtiment Cournot. Et donc voilà, on va visiter les ruches de temps en temps, on va voir si tout se passe bien. Et une fois par an, on fait la récolte du miel et on fait la mise en pot et on vend le miel à tous les étudiants qui souhaitent acheter un pot. D'accord. Donc vous avez des abeilles, si j'entends bien. Voilà, exactement. Et vous vous occupez d'elles et elles, en retour, elles vous fournissent du miel. Et elles nous donnent du miel, exactement. Et donc, bon, le but de l'apiculteur, c'est de veiller sur ces colonies, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes, parce que malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, conserver une colonie d'abeilles en bonne santé, c'est assez compliqué. Parce que les abeilles, c'est des insectes très sensibles. L'hiver, c'est parfois difficile pour elles de passer l'hiver à cause du froid, de l'humidité, et puis il y a de plus en plus de parasites, de maladies et de prédateurs qui viennent perturber les abeilles. Donc est-ce qu'elles vont bien en ce moment? Pour l'instant, ça va. Là, on a fait une récolte de miel en août. Ça s'est très bien passé. Le miel était excellent. D'ailleurs, il en reste. Hein, donc pour les auditeurs qui souhaiteraient avoir leur pot, c'est toujours possible.
Et donc voilà, elles vont très bien. Là, on est en train de préparer l'hiver, donc on monte de temps en temps sur le toit du courneau pour les nourrir, pour qu'elles consolident leur réserve en vue de l'hiver. Et voilà, Elles hibernent, c'est ça? Voilà, là, elles vont pas tarder à rentrer en hibernation. Pendant l'hiver, on les laissera tranquilles, en veillant à ce qu'elles ne gèlent pas. Et puis au printemps, on ira les réveiller pour repartir de plus belle avant que les nouvelles fleurs éclosent. Voilà. D'accord. Et donc, comment ça marche? Vous mettez votre combinaison, vous y allez. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? C'est quoi les signes, par exemple, que les abeilles ne vont pas bien? Alors, effectivement, on a pas mal de combinaisons. On en a une dizaine, grosso modo, ce qui nous permet d'emmener la plupart des étudiants qui veulent nous accompagner lorsqu'on organise une visite aux ruches. Donc ça, au niveau matériel, on a tout ce qu'il faut pour bénéficier de l'activité en confort et en sécurité. Et donc, les signes qui pourraient indiquer qu'une ruche ne va pas bien, c'est par exemple qu'il y a beaucoup d'abeilles qui meurent, ou là, comme c'est le cas actuellement, par exemple, il y a plein de frelons asiatiques qui rôdent autour de la ruche. Donc là, on pose des pièges, voilà, on prend des mesures pour essayer de les protéger au mieux. Et puis elles-mêmes, elles essayent de se défendre, donc quand il y a une maladie, voilà, elles essaient de faire en sorte de l'éradiquer elles-mêmes, et puis nous, on vient ajouter un petit coup de main quand il faut. D'accord. Et donc, quelle technologie vous utilisez parce que, je sais pas, parfois vous achetez de nouveaux équipements, est-ce que vous utilisez des nouvelles techniques, des techniques innovantes pour gérer la ruche, ou alors pour récupérer le miel? Alors, finalement, le matériel de l'apiculteur, il est assez rudimentaire. C'est-à-dire que la ruche, en gros, c'est une boîte, et dedans, on met des cadres. Donc, c'est des cadres en bois, et au milieu, une feuille en cire sur lesquelles les abeilles vont construire leurs alvéoles. Grosso modo, c'est tout ce dont on a besoin. Bien sûr, il faut un enfumoir, parce que la fumée, ça va calmer les abeilles et ça va nous aider à les garder calmes quand on ouvre la ruche. Et il faut évidemment, combinaisons, gants pour se protéger. Et pourquoi la fumée, par exemple? En fait, ça leur déclenche un réflexe qui fait qu'elles vont se réfugier au cœur de la ruche. Et donc, ça permet de pas avoir trop d'abeilles qui volent autour de nous. Et puis voilà, ça les calme, ça les apaise. Et donc voilà, niveau matériel, c'est assez rudimentaire. Et puis pour extraire le miel, on met les cadres dans une centrifugeuse et puis on tourne la manivelle à la main et puis ensuite le miel sort des cadres. Et ensuite on ouvre le robinet et on met en pot. Donc finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie, d'autant plus que nous on est un club amateur, donc on cherche pas à faire des productions énormes, et on a peu de ruches et on se satisfait de peu. On fait avec nos petits moyens, mais ça marche très bien comme ça. D'accord. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est plus que vous éleviez des abeilles de sorte à en faire une armée. Et voilà, et ensuite prendre possession, je sais pas, du campus, prendre en otage l'administration et, par exemple, je sais pas, un de vos objectifs, empêcher le déménagement jusqu'à Paris-Saclay. Ah, j'étais pas au courant de cette rumeur, mais je dément complètement. D'accord. Nos intentions sont complètement pacifiques et on fait ça pour les abeilles et pour avoir du miel. Donc, et puis en même temps, ça sauve un peu l'environnement parce que les abeilles, elles sont nécessaires pour polliniser les fleurs, pour qu'on ait des fruits, des légumes, etc. Mais vos abeilles, elles sortent de leur ruche ou? Oui, en fait, elles sortent butiner toute la journée. Enfin, les ouvrières, elles sortent butiner. Et donc elles vont de fleur en fleur, elles récoltent du nectar et ensuite elles retournent dans leur ruche pour élever les nouvelles abeilles qui sont en train de naître, par exemple, pour s'occuper des larves, etc., de la reine aussi. Voilà. D'accord. Et ok. Et donc vous introduisez une nouvelle reine quand vous prenez une nouvelle ruche, par exemple? Donc normalement, quand il y a une reine dans la ruche, elle reste là. Quand elle meurt, il y a une des abeilles qui prend sa place. Donc normalement ça marche bien. Et puis ensuite, quand si jamais l'essaim vient à mourir, par exemple l'hiver dernier, on a perdu une ruche parce qu'il a fait extrêmement froid et là, on n'a pas pu accéder aux ruches pour des histoires de clés, enfin bref, des problèmes techniques. Et donc dans ce cas-là, on réintroduit une reine. Donc on l'achète, il y a des commerces spécialisés pour ça. Et donc on réintroduit la vente de reine, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que c'est très éthique, ça? C'est un peu ça. Disons que on n'a pas vraiment le choix, il faut en passer par là, parce qu'à moins de trouver un essaim dans la nature, c'est assez compliqué sinon. Donc voilà, mais sinon ça se passe bien. Parce que moi j'en ai pas entendu que du bien. Par exemple, il y a un film qui est assez populaire, qui s'appelle L'invasion des femmes abeilles. Donc les abeilles sont tenues pour responsables de certaines morts dans un labo. Ah bon? Oui. Non, dans la chambre d'un hôtel, pardon.
D'accord. Et donc, je sais pas, est-ce qu'elles sont pas un peu dangereuses par moment Non, en fait, les abeilles sont très gentilles. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a surpris quand je suis arrivé l'an dernier. Voilà, j'ai découvert l'association, je suis monté sur le toit du Cournot pour la première fois, et là on a ouvert la ruche, et j'étais vraiment surpris parce que les abeilles étaient très calmes. Bon, elles volaient un peu autour de nous, etc. Mais finalement, elles étaient pas du tout agressives. Et c'est vrai que c'est leur grande différence par rapport aux guêpes, aux bourdons, aux frelons, etc. C'est que elles ont l'habitude de l'homme et elles s'y accoutument très bien. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de danger à vous rejoindre. Non, pas du tout. Après, même les personnes qui se savent allergiques aux abeilles, par exemple, elles peuvent tout à fait venir. On a des combinaisons, etc. Donc il n'y a aucun danger. Franchement, on n'a jamais eu de problème. D'accord. Et ok. Donc, est-ce que tu penches par exemple pour B-Movie ou Maya l'abeille C'était quoi la première proposition? Ah, je connais pas B-Movie. Si. Bon, allez, je vais dire Maya l'abeille. Maya l'abeille. Non, parce qu'il y a un autre personnage de fiction qui était plutôt dangereux du coup, qui s'appelle Swarm et qui est l'ennemi de Spider-Man. Donc en fait, ce personnage, lui, c'était même un sympathisant nazi et en fait, son corps entier, il est composé d'abeilles, tu vois. Donc je vois. Ouais, donc moi je pense qu'il faut quand même se méfier un peu des abeilles, parce qu'elles peuvent être mises au service de gens un peu maléfiques, quoi. C'est vrai, peut-être que bon, après faut pas avoir peur et faut pas se fier aux images aux images dégradantes que pourraient souffrir les abeilles. C'est des insectes très sympas. Oui, effectivement, voilà. Et j'ai même appris qu'elles étaient il fut un temps adorées, je sais pas, c'était des divinités. Donc par exemple, c'était chez plusieurs cultures, donc par exemple en Inde, Proche-Orient ancien, même la civilisation grecque. Donc il y avait des divinités qui étaient associées aux abeilles. Par exemple en Égypte, donc une des histoires c'était que les abeilles ont été développées à partir des larmes du dieu du soleil Ré. Et voilà, quand elles ont atterri dans le désert. Dans le désert. Donc moi je trouve ça c'est une belle histoire. Oui, c'est vrai. C'est des belles histoires et je pense que c'est lié au fait que voir une ruche, c'est assez fascinant, voir toute cette activité concentrée dans un si petit espace et toute cette belle organisation. Et c'est toujours aussi fascinant d'ailleurs, même aujourd'hui, pour les scientifiques qui étudient les fonctionnements des ruches, parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas très bien encore. Et par exemple, on peut observer les abeilles qui dansent, par exemple, et on n'arrive pas encore très bien à comprendre comment elles arrivent, par exemple, à indiquer un champ de fleurs où il y a plein de nectar à récolter à leurs congénères. Voilà, il y a quelques petites choses comme ça qui demeurent encore des mystères. Donc à quoi elle sert leur danse? De quoi? À quoi elle sert leur danse justement? En fait. Ce qu'on peut observer quand on est attentif, c'est que une butineuse qui est partie et qui a découvert un champ vraiment sympa avec plein de fleurs et tout, et elle va revenir dans la ruche et elle va effectuer une sorte de danse. Je connais pas exactement tous les mouvements, mais en fait, elle fait des 8, après elle fait d'autres mouvements, etc. Et ça indique exactement à toutes ses congénères où est-ce que se trouve ce champ plein de ressources. Et donc ça indique la distance, les coordonnées en fait. Donc c'est comme si elles avaient tout un GPS et qu'elles se comprenaient bien comme ça. C'est assez étonnant. Et elles ne se trompent pas. Donc ça veut dire que c'est un moyen qui fonctionne bien. Et voilà, c'est pas encore très bien compris apparemment. D'accord. Ouais, ça a l'air très intéressant. Et... Je pense qu'effectivement, il doit y avoir pas mal d'études qui sont en train de il y en a pas mal, de comprendre tout ça. Tout à fait. D'accord. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. En parlant de recherche et de science, on va appeler notre chroniqueuse scientifique Marine qui va nous parler des dernières avancées, des dernières actualités scientifiques. Et oui, bonsoir, Hicham. Donc je vais vous sélectionner 4 actualités scientifiques plus ou moins intéressantes, selon ce qui vous intéresse. Donc tout d'abord, j'aimerais annoncer la découverte de 2 momies en excellent état de conservation au Canada, puisqu'ils possèdent encore les poils, la peau et les muscles. Alors on pourrait se dire, tout le monde s'en fout, mais en fait, on ne retrouve
pas beaucoup de momies ayant un tel état de conservation, surtout que ces momies datent de l'époque glaciaire, et ce sont les premières momies qui ont un tel état de conservation qui ont été découverts. Mais alors pourquoi ont-ils un si grand état, un état de conservation si parfait? C'est à cause des cendres volcaniques qui ont permis d'isoler les cadavres du reste du sol et a permis cette conservation. Et donc ces deux momies sont exposées depuis le 14 septembre à Dawson City, qui est un petit village canadien du Yukon. Et donc on peut aller les voir dorénavant. Mais ça fait un peu loin. Exposés où exactement? Au Canada. Ah d'accord. Okay. À Dawson City. Ok. Donc, si tu erres là-bas, un de ces quatre, tu peux aller les voir. D'accord, donc on va transmettre l'information. Ceci dit, il y a des photos sur internet, okay. Ce qui peut être plus abordable. Effectivement. Donc on va aller voir ça. On peut aussi aller voir dans les étoiles, puisque les astronomes ont pour la première fois pris le cliché d'une planète naissante. Et donc le processus de formation des planètes est connu dans les grandes lignes, mais faute de données expérimentales, plusieurs hypothèses subsistent pour les mécanismes précis qui permettent de créer ces planètes. Mais aujourd'hui, grâce à ce cliché d'un télescope au Chili, la planète PDS 70b a pu être prise en formation. Et donc, de nombreuses avancées sont attendues suite à l'étude de ce cliché. D'accord. Donc, c'est un sujet encore brûlant. Quel type d'avancée, par exemple l'explication de la formation d'une planète. Donc, on pourra mieux connaître la Terre, finalement, et sa formation. Ok. Est-ce que tu sais à peu près quelles informations il nous manque pour bien comprendre? Pas du tout, mais c'est assez pointu, puisque c'est juste des hypothèses sur certains mécanismes permettant la formation qui reste inconnue, mais dans les grandes lignes, c'est connu. D'accord. Ceci dit, je suis pas une experte, mais ça se trouve très bien. On peut trouver aussi le cliché d'ailleurs. Sur Internet, ok, on va tout trouver. Internet. On mettra le lien. Google est votre ami. Voilà. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur nos voisins ingénieurs de Subbiotech qui ont réussi à produire de l'électricité à partir d'urine. Donc ils ont eu leur premier prototype fonctionnel d'une pile fonctionnant à l'urine. Donc on peut trouver ça étonnant, mais ça pourrait changer la vie de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité actuellement, notamment dans les pays les plus pauvres, puisque chaque être humain produit à peu près 1,5 litre d'urine par jour. Donc comment ont-ils fait? Ils ont simplement utilisé le même principe que pour les biopiles à glucose, si certains connaissent. En gros, c'est une bactérie qui va permettre de dégrader un composant de l'urine et produire des électrons. Donc, avec un réservoir d'électrolytes, ils obtiennent une pile. Et les produits finaux, donc de la dégradation de l'urine, peut être utilisé comme engrais. Donc, cette pile a plein d'avantages et peut être distribuée à plus grande échelle, puisque on peut être amené à produire industriellement cette pile. Ça marcherait comment? On urinerait où du coup pour la faire fonctionner cette batterie? Alors j'ai pas les détails. Okay. Mais a priori. Imaginer des toilettes qui soient connectées directement au système électrique. Oui, justement, ils essayent de mettre en place des toilettes qui peuvent être alimentées grâce à l'urine. Donc on aurait l'électricité produite. J'ai pas tous les détails, il faudrait leur demander. Ça reste, je sais pas s'ils veulent poser un brevet ou pas. Bah s'ils le font pas eux, peut-être que d'autres personnes le feront. Ouais, c'est pour ça il y avait pas trop de détails de fonctionnement. Donc c'est possible. C'est les Français, c'est ça qui ont... Oui, c'est des gens à Subbiotech, c'est à Villejuif, c'est dans la banlieue parisienne, c'est vraiment à côté. Ok, très bien. Et enfin, dernière information importante, donc on sait que les prix Nobel sont en train de tomber cette semaine, peu à peu. On vous en parlera peut-être plus tard. Mais la cérémonie des prix Ig Nobel a eu lieu le 13 septembre à Harvard. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui récompense des recherches improbables, souvent assez ignobles, mais très sérieuses d'un point de vue scientifique. Et les vainqueurs obtiennent une somme de 10 000 milliards de dollars zimbabwéens. Donc ça correspond à peu près 50 centimes d'euros. Ce qui est très utile pour continuer à leur recherche. Donc ça se passe à Harvard, c'est ça? Oui. Donc Harvard quand même, ok. Harvard qu'on connaît, hein. Ouais. Ils sont assez radins, quand même. Ouais, donc, oui. Je trouve que ça se fait pas trop. Non. Il faudrait plus leur donner de moyens. Encourager les recherches innovantes.
pour des domaines inconnus. C'est ça, parce que oui, après c'est peut-être l'État du coup qui doit s'en charger parce que bon, Je suis pas sûre. Mais aux États-Unis, l'État va pas être le plus grand financeur de la recherche. Donc, oui, c'est vrai. Donc, On va même dire que ça diminue peu à peu. Ouais, ok. Mais j'ai quelques exemples si vous voulez. Ouais, je veux bien, merci. Donc le prix Ig Nobel d'économie a été attribué à des chercheurs qui ont évalué l'efficacité de l'utilisation de poupées voodoo à l'effigie de leur patron afin d'évacuer la frustration et le stress. Et il s'avère que certaines fois, s'acharner contre une poupée est efficace. Alors comment ça? C'est quoi les résultats du coup de cette recherche? Je n'ai pas lu la recherche. Oui, très bien. Mais ils ont conclu que ça pouvait être efficace pour évacuer le stress. Donc peut-être que le vaudou marche vraiment en fait. Non, non, juste il n'a évacuer pas le été. stress. Oui, juste évacuer le Ok, stress. ok. Il n'avait pas été prouvé que Ok. les patrons ressentaient des douleurs. Simplement évacuer le stress en s'acharnant sur une Moi, poupée. c'est déjà bien, ça fait déjà un point Oui, positif, c'est- d'accord. On sent que t'as essayé. Ouais, non, pas encore, mais justement. Ça pourquoi peut pas venir. un jour, ouais. Et Ensuite. on a le prix de nutrition. Donc Uh-huh. James Coles a étudié des régimes carnivores chez les humains Oui. et a prouvé qu'un régime cannibale est moins calorique qu'un régime plus varié en viande. Uh-huh. Ceci, enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais le but était d'étudier les régimes paléolithiques. Mhm. Donc ça prend tout son sens. Donc si vous voulez maigrir, faut manger de la viande humaine. Ok. Ou pas de viande ouais. du tout. c'est très bon à savoir, du coup. Je pense que tous nos auditeurs vont prendre ce conseil Oui. et le mettre à profit. D'ailleurs, j'ai des informations qui confirment que demain à la cafette, la viande sera de la viande humaine. Oh. Bah ok, bah du coup je pense que les repas seront pris très tôt, donc il faudra se ruer, voilà, pour pouvoir manger et pour pouvoir en profiter justement de tous ces bienfaits qui ont été prouvés, voilà. Après, on est assez nombreux à l'ENS, donc Ouais. pas besoin d'être pressé. Ah effectivement, ok. Et un petit dernier pour la route, qui est assez intriguant. Donc je sais pas vraiment comment ça marche, mais le prix Ig Nobel de médecine, pardon, Mhm. a été remis à une collaboration internationale qui a développé une technique simple et efficace permettant d'évaluer l'impuissance chez les hommes à l'aide de timbres postaux. Ok. Donc ça, ouais. Je Ok. sais pas du tout comment ça marche, D'accord. j'ai pas lu l'article, mais les articles sont disponibles en ligne. Ok. Gratuitement ou alors ou pas? Ça dépend lesquels. Ok. Bah de toute façon aujourd'hui Mais, on a des moyens d'y accéder, même voilà, sans forcément payer. Mais ok. On va pas forcément en parler ici. Ok. Donc merci beaucoup pour cette chronique, Marine. On touche à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui ou alors d'avoir écouté cette émission si vous l'écoutez plus tard. Merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette soirée et de cette émission. Donc en premier lieu nos partenaires à l'organisation de la soirée, c'est-à-dire la sauce. En deuxième lieu les membres de Son et Lumens qui ont été là pour installer le matériel. Voilà, donc particulièrement, enfin j'ai pas les noms de tout le monde, mais déjà Marie qui a été d'une très grande écoute et qui a été à notre disposition pour pouvoir organiser ça de manière sereine, pouvoir arriver à faire tout ça aujourd'hui. Tous ceux qui ont donné des conseils, aux membres de Frequenz qui ont assuré les différentes chroniques et donc l'organisation de l'émission. Merci encore à qui? Merci à qui? Je sais plus. Tous les autres que j'ai oubliés. Merci aux invités déjà, bien sûr. Évidemment, aux invités qui ont accepté de venir parler au micro de Frequenz. Donc il y avait la Sono, il y avait Beekeeper Society, il y avait le club écriture et d'autres voilà qui ont pas de club mais qui sont juste venus faire leur chronique et par exemple le VDD voilà qui est venu nous parler de sa vie palpitante. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et donc voilà, c'est la fin de l'émission. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles productions Frequenz. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a besoin de membres pour pouvoir préparer toutes ces émissions. Donc comment faire? C'est très facile. Vous pouvez donc nous contacter via notre page Facebook par exemple. Je pense que c'est le moyen le plus simple. Nous envoyer un message ou alors nous envoyer un mail à Frequenz Radio. Donc Frequenz c'est avec un K et ENS à la fin. Donc Frequenz Radio @mail.com. Sinon, enfin, sur tous nos réseaux sociaux, c'est Frequenz Radio.
Donc on est présent sur tous les réseaux, comme je l'ai dit, Facebook, Instagram, Twitter. Donc merci encore et à très bientôt. Bonne soirée avec la jam qui commence tout de suite. Merci.